vous propose de passer maintenant à la quatrième partie qui s'intitule « Des solutions pour s'adapter ». Et je laisse la parole à Patrick Buny, qui est membre du Codira Sporta également. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler un petit peu de la façon dont la Covid a fait évoluer les projets en termes d'architecture. Et pour ça, on a un invité qui s'appelle Thierry Nabert, qui est l'associé principal de l'agence d'architecture TNA, et qui est très connu dans le milieu du sport et des piscines. Donc je vais lui laisser la parole, je vais lui laisser le soin de se présenter plus complètement et de nous présenter un petit peu ça. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon pour le son? C'est très bien, vas-y. Ok. Oui, donc je me présente rapidement. Merci Patrick de l'introduction. Donc Thierry Nabert, mon agence s'appelle donc TNA. On est deux architectes associés, moi-même et Élise Tullier. C'est une agence d'une douzaine de personnes. Et nous faisons quasi exclusivement des équipements sportifs et aquatiques notamment. Voilà, on a une quarantaine de réalisations à notre actif. On travaille autant pour des collectivités territoriales de petite taille, de 20 000 ou 30 000 habitants, que pour des grandes métropoles comme Strasbourg, Paris, etc. On intervient aussi bien en œuvre qu'en réhabilitation. On est également présent en montage classique, MOP, et en marché globaux de performance. On rencontre de plus en plus souvent actuellement. Et puis enfin, pour finir cette rapide présentation, on a aussi une petite niche de spécialité un peu particulière, puisqu'on fait pas mal de rénovations sur des monuments historiques, sur des piscines historiques, dont notamment en ce moment les bains de Strasbourg qui sont en pleine rénovation. Donc voilà pour l'introduction. Je vais maintenant essayer de partager mon écran. D'accord. Ok, donc quelques réflexions sur la façon dont on commence à penser l'avenir sur les piscines qu'on conçoit pour demain avec la situation pandémique actuelle. Alors, on va développer quelques thèmes rapidement. Les objectifs, ils sont assez simples, hein, c'est éviter les situations de proximité, c'est évident. La limitation de la densité, on en a parlé avec les adaptations de la FMI. La marche en avant, je dirais encore plus que précédemment. Ça a toujours été un peu le cas, mais on verra comment aller plus loin dans cette démarche-là. La limitation des croisements qui est un point important. Donc, bien sûr, on voit que c'est la question des flux là, qui est posée. Et puis, enfin, la question de l'atmosphère au niveau de l'air, travailler dans un air sain, pratiquer dans un air sain, avec un usage maximisé des espaces extérieurs. Bien sûr, on parlera un petit peu des bassins nordiques. Et aussi la question de la ventilation sur laquelle je dirais quelques mots. Le premier exemple que je vais prendre, ça va faire plaisir à Alexis B, que j'ai vu en ligne tout à l'heure, pour l'Eurométropole de Strasbourg. C'est ce bâtiment qu'on a réalisé à la piscine Haute-Pierre. Et bon, j'attaque par une vue d'ensemble parce qu'en fait, c'est la question déjà de l'accès au site et de la façon dont on va rentrer et éventuellement patienter avant de pouvoir accéder complètement au bâtiment. Et j'ai pris cet exemple parce que à Strasbourg, en fait, on avait dès le stade de la programmation une demande du maître d'ouvrage qui était assez claire, de dire voilà, nous on souhaite un hall d'entrée, même s'il est confortable, dans lequel on va éviter de stagner. Et c'est pour ça qu'on préfère avoir une banque d'accueil qui est à proximité immédiate en fait, des portes d'entrée, parce que quand on va avoir beaucoup de monde, en fait, on souhaite que les personnes attendent plutôt à l'extérieur, organiser une file d'attente, que d'avoir des concentrations importantes de monde qui peuvent poser des problèmes de gestion, voire de sécurité, et aujourd'hui des problèmes pandémiques. Donc ça, c'est intéressant parce que dans ce bâtiment, effectivement, il y avait dès l'origine cette notion de patienter à l'extérieur quand on souhaite mettre en place ce dispositif. Ce qui supposait aussi, et là on voit sur cette vue extérieure, qu'on puisse patienter dans des conditions de confort acceptables. Donc s'il fait chaud, s'il y a du soleil, s'il y a de la pluie, qu'on ait une protection importante à l'extérieur avant de rentrer dans le bâtiment. Donc ça, c'est des choses qu'on a rencontrées dans des programmes existants, mais qui sont peut-être amenées à se systématiser de manière un peu plus significative. Un autre point, là je continue dans mon parcours, là j'ai un petit extrait de plan d'un bâtiment qu'on a réalisé à Château-du-Loir il y a déjà quelques années, et dans lequel on avait une programmation qui nous demandait, au niveau de l'espace de déchaussage, donc là vous voyez dans ce bâtiment les zones d'accès qui sont en jaune avec le plan, avec le hall d'accueil en bas à droite, et le vestiaire un petit peu en violet-gris en haut à gauche, et la zone intermédiaire de déchaussage dans laquelle on nous avait demandé
déjà une organisation en évitant les croisements de flux. Donc en fait, c'est un espace qui est ouvert, on le voit ici un peu plus en détail, mais qui est recloisonné par un cloisonnement bas qu'on va voir ici, voilà, qui permet d'avoir en fait un découpage, donc avec du public entrant et du public sortant, et on se fait des choses dans ce bâtiment à l'entrée avant de rentrer dans les vestiaires. Alors on ne voit pas les bancs là parce qu'ils sont juste derrière, cachés derrière le petit muret, et puis on en a d'autres dans notre dos, mais on a bien une séparation complète du flux dès cette zone de déchaussage qui était conçue de manière assez confortable dans ce bâtiment. Après, j'ai fait une petite réflexion un peu classique ou théorique. Alors, excusez-moi, mais j'ai deux affichages différents. Est-ce que vous voyez bien le vestiaire là? Donc là, en fait, c'est une petite réflexion que j'ai fait un peu ex nihilo sur un vestiaire qui serait un petit peu idéalisé. En fait, on fonctionne, bien entendu, vous le savez, avec des vestiaires publics et puis des vestiaires collectifs, mais ça, on ne va pas parler des vestiaires collectifs puisqu'on les met un petit peu de côté dans cette réflexion. Par contre, sur le vestiaire public, ce qui est intéressant, en fait, c'est le principe de symétrisation et d'adaptabilité de ce vestiaire, parce que si on a un vestiaire qui a cette configuration, on a la possibilité d'avoir en fonctionnement classique effectivement un vestiaire qui est accessible à tous, et puis après deux chemins qui sont éventuellement séparés entre la partie homme-femme avec sanitaire douche. Mais sur la diapo suivante, on va voir que ce même vestiaire, on peut du coup facilement modifier son fonctionnement et son parcours pour avoir un parcours entrant et un parcours sortant. Le parcours entrant, c'est les flèches vertes, et le parcours sortant, c'est les flèches rouges. Et dans ce cas, on arrive à éviter complètement les croisements. En fait, on n'a qu'une zone qui est un petit peu une zone de frottement qui est un petit peu sensible, c'est la zone des casiers. Parce que forcément, à partir du moment où on a stocké ses affaires à un endroit donné X, on est obligé d'y retourner lorsqu'on repart. Et là, la symétrisation ne peut pas être complète. On est obligé d'avoir cet espace conjoint, partagé. On le voyait bien d'ailleurs tout à l'heure sur la piscine de Rumilly, c'était en fait l'espace pour ranger les porte-habits. Et là, c'est un fonctionnement plus moderne, plus classique, c'est avec les casiers que ça se passe. Là, on arrive effectivement à avoir des séparations de flux complètes, et on arrive aussi à prendre sa douche en sortant, quitte à neutraliser une douche sur deux. Ça peut se faire sans difficulté. Alors voilà, donc là, on a un vestiaire qui à la fois est très classique, mais qui reste adaptable en fonction de la situation pandémique. Sur la diapo suivante, s'il vous plaît, bon, on voit juste la prolongation de ce système avec la liaison avec le bassin. Bassin, bon, il y a eu pas mal de réflexions déjà, je vais pas revenir là-dessus sur la FMI, mais je serais quand même plutôt pour dire, ça a été dit à plusieurs reprises, qu'il faut partir en fait de la façon dont on occupe le bassin, calculer le nombre de personnes qu'on veut mettre en fonction des choix que vous allez faire dans chaque ligne d'eau, plutôt que de réfléchir en FMI. Parce que la FMI, ça reste quand même une donnée un petit peu abstraite. La FMI, elle vous donne le nombre de personnes qui sont à la fois dans l'eau et dans les vestiaires. Alors que pour moi, je dirais le point de départ, surtout si on est dans une situation de nageur, ce qui est le cas, je pense majoritairement en situation pandémique, c'est commencer à réfléchir à combien de personnes on arrive à mettre dans un niveau de confort et sanitaire acceptable dans les lignes d'eau, et à partir de là, faire une extension de calcul en disant, ben voilà, tant de personnes dans le bassin, ça va nous donner tant de personnes en simultané dans le vestiaire, etc., pour arriver à en déduire une FMI réaliste. Voilà. Alors, rapidement sur les évolutions programmatiques, parce que, bien entendu, si on doit faire évoluer notre conception, il faut aussi que la programmation soit différente. La notion de la polyvalence des vestiaires, on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. La question de vestiaires qui soient ouvrables en proportion de la fréquentation, bon, ça aussi c'était inclus dans la présentation. Le parcours 100% en marche en avant. Donc, effectivement, arriver à penser cette capacité de symétriser ou d'avoir deux sous-parties dans les vestiaires de manière à ce que ça puisse fonctionner correctement. Peut-être aussi, mais ça c'est une réflexion un petit peu plus large, mais qui doit rentrer en ligne de compte, penser peut-être plus régulièrement lorsqu'on a des groupes à
à l'utilisation des vestiaires publics pour ce que j'appelle les grands scolaires, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens, qui permet de mieux gérer les questions de proximité et aussi d'intimité. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Et enfin, surtout, ce que je voudrais dire, et là, je m'adresse plus, on va dire, aux programmistes, je pense à Franck qui est intervenu tout à l'heure, mais je sais qu'Adoc était aussi parmi nous, c'est la question des circulations. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de programmation, on réfléchit souvent en surface utile et on considère que la circulation, en quelque sorte, est un ennemi et qu'il faut la réduire au maximum, comme dans une vision économique du projet. Mais si on veut penser en fait un bâtiment qui soit adapté à des situations épidémiques, il ne faut plus considérer comme la circulation comme des mètres carrés, on va dire, marginaux qu'il faut minimiser. Il faut les considérer en tant que tels comme des surfaces utiles en termes de programmation. Donc, ça obligerait peut-être au niveau des programmistes à revoir la façon de fabriquer les ratios de calcul de coûts parce que les mètres carrés ne sont pas gratuits, mais ça oblige à passer en tout cas d'une logique de minimisation systématique des circulations à une vision qualitative de la circulation. Donc, je pense qu'il faudrait, à mon avis, si je peux me permettre, proposer cette évolution de réflexion au niveau de la programmation. Voilà, on va passer à la diapo suivante, le temps passe vite. Bien sûr, les bassins nordiques, là je suis revenu à Strasbourg, donc c'est toujours la piscine Haute-Pierre, dont on voit bien que l'hiver dernier, elle a vécu un grand succès. Le bassin, qui est ici un bassin des lignes de nage, a été extrêmement fréquenté. Ici sur cette photo, c'est anecdotique, mais on voit une grue parce qu'on est en train de construire la deuxième phase de ce projet en même temps qu'on est en fonctionnement sur la phase actuelle. Donc, évidemment, le bassin nordique, ça permet d'avoir une réponse adaptée. On va passer à la diapo suivante. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer aussi un autre bassin nordique, mais dans son milieu urbain, avec le bel équipement qu'Alain Amida connaît très bien et que la ministre aussi va très bientôt connaître, et qui est l'équipement sportif et aquatique du Grand Dol, dans lequel on a un beau bassin nordique. Ça va être la dernière diapo qui est juste à la suite, avec un 50 mètres sur 3 lignes de nage et qui là aussi répond à ce besoin de pouvoir nager en toutes circonstances. Donc voilà, je suis déjà à 14 minutes, donc je vais essayer de tenir le timing pour ne pas déborder. Et on finit sur cette image de l'Oise. Voilà. Merci beaucoup Thierry. C'était une très belle présentation et intéressant.